Noël de 2026, énorme book haul. Finalement, quelle différence? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mieux que mes bouquins qui viennent pratiquement tous de tomber au sol tellement la pile était gargantuesque. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu, pour un énorme book haul, le plus gros sur ma petite chaîne qui a ses 1 an là, qui a eu ses 1 an en novembre. Et c'est plus qu'un book haul parce que finalement c'est un peu ma palle annuelle de 2026. Et on commence avec le seul qui n'est pas avec moi. J'arrive. On va commencer avec le plus beau livre de ma bibliothèque. Et oui, rien que ça, je vous parle du titre 6 couronnes sauvages, paru aux éditions Sabran l'année dernière. J'ai gagné un concours, il a mis du temps à arriver, hein, ce beau bébé, regardez-moi ça. Il est de toute beauté. Ça c'est normal, c'est prévu pour vous montrer l'intérieur directement, voilà, genre, je sais pas si on voit bien parce que la lumière est pas forcément optimale, mais on a le dragon ici, la couronne, c'est... Aucun roi ne les soumettra. Je suis tombée amoureuse. Non vraiment, je suis amoureuse de cet ouvrage. On a la petite carte par là, là aussi. Et surtout, en plus de recevoir le livre qui est dédicacé d'ailleurs, j'ai reçu avec des petites images. On va voir ça ensemble. D'abord, rapidement, peut-être vous dire de quoi parle ce livre, 6 couronnes sauvages. Ça va être l'histoire des 6 femmes de Henri IV. 6, 7, 8. C'est la réécriture de la vie des 6 femmes de Henri VIII, les reines d'Elben, nous dit-on. C'est le livre 1, donc faut s'attendre à une suite. C'est écrit par Holly Race, et quelle beauté, regardez-moi ça, vraiment... En plus les dragons là, vraiment le plus beau livre de ma bibli. Et donc pour en revenir aux images, j'ai reçu Bolin. Donc c'est une illustration de Bolin par Anna Elizabeth Baker. Elle est très stylée, je pense qu'elle va pas bien s'entendre avec... Seymour, qui est ici aussi splendide, je sais pas si on voit bien, purée, mais elle est là. Ces reines, elles ont réellement existé, et d'ailleurs j'en avais déjà entendu parler via la comédie musicale Six, et ces musiques, certaines que je connais par cœur et que j'apprécie beaucoup. Je vous mettrai quelques images, je pense. Grâce aux chansons de la comédie musicale, je connais plus ou moins l'histoire, et donc j'ai très hâte de découvrir cette réécriture qui va être ouais, captivante, c'est le mot, fantaisie violente et captivante. 6 couronnes sauvages façonnent d'habiles intrigues politiques menées par des personnages à l'intelligence féroce. Ah mais c'est génial, je suis trop contente. Comme quoi on peut gagner des concours sur Instagram, c'est possible. Je vous en dirai des nouvelles. Je lui ai trouvé un petit marque-page assorti avec cette sulfureuse Alice de Pandora Hearts, mais décidément ça le fait trop. On poursuit avec ma lecture en cours que j'ai reçue il y a pas si longtemps, voilà, que j'ai déjà entamée. Je suis à la page 150 il me semble, et c'est Défier la nuit. Alors avec cette couverture, encore une fois, je pense que par là on voit mieux, splendide, vraiment magnifique. On a hop, la tranche avec notre chère Tessa, l'héroïne de cette histoire. Très shiny, on adore. Et donc pour l'instant j'aime bien. En tout cas dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Tessa et qui vit dans un royaume dans lequel le peuple souffre d'une fièvre, voilà, qui ne peut être guérie que par un remède effectué avec une fleur de lune. Ça me rappelle beaucoup Réponse. Je sais pas pourquoi, mais bref. Et donc Tessa, qui est apprentie apothicaire, elle sait confectionner ces remèdes qu'elle va servir aux pauvres dans l'illégalité, selon les règles qui régissent ce royaume. Et donc on a son point de vue à elle et celui de Coric, qui est prince et aussi justice du roi. Ça va être l'exécuteur du roi. Et son travail, c'est de punir toutes les personnes hors la loi, contrebandiers, etc. Plus cette fièvre va prendre de l'ampleur, plus va y avoir des enjeux importants, et j'en dirai pas plus. C'est écrit assez gros et ça se lit plutôt vite, je trouve. Next. Oh là là, on va continuer avec un livre que je suis désolée parce que ça fait 2 ans qu'on me l'a offert et que j'ai toujours pas lu. Enfin en fait je l'ai commencé mais je l'ai pas fini, et à chaque fois en fait je me dis ouais je vais le lire pendant la période d'automne. Ouais c'est ça. Il passe souvent à la trappe le pauvre, alors qu'on m'en dit beaucoup de bien. C'est donc Du thé pour les fantômes, écrit par Chris Vuklicevic, qui je crois est française. Ouais c'est ça. Oh, elle est créatrice du podcast Le Club, où on discute d'écriture sans filtre. C'est ça, et son pseudo c'était Ada Vivalda. C'est elle qui a publié Porcelaine sous les ruines. Ok, donc Porcelaine sur les ruines, j'ai eu du mal à accrocher, je crois que j'avais abandonné ce titre, malheureusement. Mais j'ai bon espoir d'aimer celui-ci, qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2024, Prix Imaginal 2024 aussi. Il me tente beaucoup, je suis sûre de le lire. One day, someday. Someday.
un jour. Et c'est pour ça qu'il a toute sa place dans la PAL 2026. Évidemment, bienvenue mon ami. On passe à des plus petits romans et mangas, puisque j'ai envie de vous parler en premier des 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est paru il y a quelques temps, que j'ai acheté en poche il y a 1 ou 2 ans je pense, et que j'ai commencé voilà avec mon petit marque-page et j'en suis au chapitre 14. Faudrait que je continue. J'ai l'impression de lire la biographie d'une femme qui a réellement existé pour le coup. Donc c'est écrit par Taylor Jenkins Reid. T'as l'impression un peu d'être dans les backstage d'Hollywood et c'est hyper intéressant. Puis il y a plein de thématiques abordées, de thématiques abordées qui sont importantes. Et j'ai adoré la dédicace de l'autrice pour une certaine Lila. Et elle lui dit: pour Lila, défonce le patriarcat chérie. Et on passe à, vous avez vu cette transition de malade, on passe à un manga qui est dans ma pile depuis sa sortie, hein, tout bêtement, et qui va le rester, et j'espère normalement, c'est sûr en vrai, je le lirai cette année, puisqu'il s'agit des Carnets de l'apothicaire, le tome 15, ouais c'est ça, le tome 15, toujours là parce que j'en ai marre d'attendre 6 mois entre les sorties. Donc je me dis pour une fois, je pourrais enchaîner ce titre-là avec le prochain qui devrait pas tarder à sortir, je pense. Et ouais, parce que comme je regarde pas l'anime, je l'ai pas encore commencé, d'ailleurs peut-être que je le ferai parce que la ressortie française de chaque volume se fait vraiment attendre. Là, je sais même pas ce qui se passe dans le tome précédent, je vais devoir relire peut-être le tome précédent qui est là-haut pour me plonger dans celui-ci, ça me fera 3 volumes du coup. Et ouais, par contre j'aime toujours autant le dessin, l'histoire est prenante, voilà, la petite romance commence à pas aboutir, hein, on n'en est pas là, mais elle commence à être un peu plus présente. Et après, pas du tout dans la même veine finalement, on va continuer avec Dragon et Caméléon. Celui-ci, je l'avais repéré à la Japan Expo 2026, non 2025, la meuf est dans le turfu, 2025, et j'avais pris un des flyers gratuits, vous savez, où vous avez les premiers chapitres, je crois on avait le premier, le deuxième chapitre qui était proposé gratuitement, voilà. J'avais lu ça, j'avais beaucoup apprécié et je me suis dit vas-y, on va se tenter le volume 1, je pense que je devrais pas tarder à le terminer. Mais franchement je vous le conseille. Alors autant Carnet de l'apothicaire, je présente pas, voilà, je pense que c'est un des animes les plus connus en France. Autant Dragon et Caméléon, c'est assez original parce qu'en fait on va suivre un mangaka qui s'est fait sa place dans le milieu, il est connu de tous, il est adoré, adulé. À ses côtés, il a un assistant qui s'appelle Shinobu, qui est connu sous le surnom de Caméléon. Pourquoi? Parce que il arrive parfaitement à imiter le style de n'importe quel mangaka en fait. Donc notamment celui qui nous intéresse, le mangaka à succès Gario Hanagami, surnommé le Dragon. Et donc cet assistant, il est complètement obsédé par la gloire. Lui, ce qu'il veut, c'est voilà, devenir the mangaka comme son chef. Et va se passer un truc complètement délirant, c'est que les deux vont échanger leur corps. Et quand l'assistant va se retrouver dans le corps du mangaka super connu, qui va comprendre que de cette manière il va pouvoir devenir lui-même auteur à succès, et il va péter un plomb. Bon déjà il était pas... voilà. Cette célébrité elle va lui monter à la tête. On a notre mangaka de renom, Hanagami, il va redevenir assistant et devenir finalement petit à petit un peu le recrue prodige que tout le monde s'arrache comme nous dit le résumé. Et pourquoi j'ai dit comme ça. Et donc on va avoir un peu ce duel entre les deux et franchement le début m'avait bien tenu en haleine, donc à voir pour la suite. On passe à 2 livres qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier c'est Park Avenue que j'ai trouvé sur Vinted, vraiment pas cher du tout. C'est écrit par René Adier, que je prononce sûrement pas de la bonne manière je pense. Ça a été paru très récemment aux éditions Ellipsis. Park Avenue, ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Jia Song, qui a grandi dans les rayons de l'épicerie de ses parents. Et Jia, elle est passionnée par ce monde des ultra riches. Elle va devenir avocate et elle va avoir à faire... elle va devoir défendre l'empire familial des Park jusqu'au jour où le vernis craque, on nous dit. Propulsée dans l'intimité d'une dynastie coréenne au bord du naufrage, Jia manœuvre entre 3 héritiers en guerre et ça a l'air trop cool en fait. On nous dit, avec cette incursion dans les coulisses du pouvoir, René Adier livre un roman haletant entre satire sociale, saga familiale et quête de soi. Ça me tente trop. Et j'avais lu le début à la Fnac. On nous parlait de la petite Jia, on nous disait qu'elle aimait les Alice détectives. Ça m'a rappelé un peu ce que je lisais quand j'étais petite. Enfin bref, j'ai très hâte de lire ça. Et on enchaîne avec un autre livre que j'ai trouvé d'occasion. J'avais trop hâte de renouer avec cette autrice qui n'est autre que Brittany C. Cherry, la reine de la romance comme on l'appelle dans le milieu, avec
sa romance The Air He Breathes, écrit par Brittany Security. J'ai réussi à le dire. Donc c'est le livre 1 de la série The Elements. J'aimais pas du tout les anciennes couvertures avec les mecs dessus là. J'aimais pas du tout ça. Et c'est Brittany Security quoi. Donc on va avoir des personnages cabossés par la vie, élus parmi les 5 meilleurs livres de l'année lors de sa parution aux États-Unis. C'est du Brittany Security, je vous conseille toujours un Eleanor and Gray si vous ne l'avez pas lu. Vous savez ce qu'on va faire? On va continuer avec des pépites que j'ai trouvées à la médiathèque et que j'ai juste envie de dévorer pour certains, pour d'autres non, puisque vous allez le comprendre tout de suite. On a par exemple Je serai le feu, écrit par Digli dans cette magnifique édition, qui est en fait un espèce de... Alors c'est pas vraiment un recueil, quoique en fait ce qu'elle va faire dans cet ouvrage Digli, c'est qu'elle va nous présenter des femmes poétesses qui ont été, en fait, comme un peu toutes les poétesses, oubliées, mises de côté, contrairement à la pléthore, et c'est vrai, elle le souligne Digli, le nombre de poètes hommes qu'on connaît, qu'on étudie à l'école, mais il est tellement supérieur à celui des femmes, et là, vraiment, Digli, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet en avant, elle remet en lumière, surtout, ces poétesses qui sont, pour certaines, très connues par exemple aux États-Unis, je pense notamment à Emily Dickinson et j'en ai lu 3. Le nombre de choses que j'apprends, enfin je vous conseille vraiment cet ouvrage. Elle partage donc la vie de ces femmes, certains de leurs poèmes et c'est magnifique. À avoir dans votre pal de 2026, je vous le recommande. On va poursuivre avec un ouvrage tout aussi... qui me tarde tout autant de découvrir. C'est Orlando. C'est une bande dessinée, c'est une adaptation du roman de Virginia Woolf. Et alors on nous dit Monse Madariaga. Who are you? Monse Madariaga. Ah bah voilà, Monse Madariaga, c'est la personne qui a adapté en bande dessinée, ça paraît logique, oui, le roman de Virginia Woolf, Orlando, donc que je n'ai pas lu, mais que je vais découvrir en bande dessinée. Je vais pas regarder les dessins, donc je vais voir ça un petit peu avec vous, mais c'est très court. Ok. Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu. Et donc on nous dit, dans cette adaptation en bande dessinée, Monse Madariaga exploite l'actualité des thèmes abordés tels que l'identité et le genre, le temps et l'immortalité, les normes sociales et de classe, ainsi que la frivolité humaine à travers ses modes passagères. On poursuit avec la dernière bande dessinée de cette vidéo qui n'est nulle autre que Peter Pan. Peter Pan de Kensington, écrit par José Luis Munuera. Et d'après Le Petit Oiseau Blanc de James Matthew Barrie, parce que c'est hyper intéressant en fait, parce que nous on connaît l'histoire, enfin nous, je pense principalement, tout le monde connaît l'histoire de Peter Pan par Disney, alors qu'en réalité Peter Pan c'est beaucoup plus que ça. Non, c'est un être c'est un petit garçon qui trouve ses origines, voilà, apparaît pour la première fois en 1902, dans un roman intitulé Le Petit Oiseau Blanc. D'accord, davantage un recueil poétique qu'un véritable roman. Voilà, et Peter Pan, notamment le 2, moi bizarrement, j'avais jamais vraiment accroché au premier. C'est Peter Pan 2 qui était un de mes Disney préférés quand j'étais petite. Et donc là, on va le retrouver sous le trait de José Luis Munuera. Et j'aime bien, franchement, j'ai hâte de découvrir cette histoire qui questionne en fait ça j'adore, ce côté de pas vouloir grandir et de rester enfant et finalement de garder son âme d'enfant, voilà. On poursuit avec un titre qui me tardait de recevoir puisque j'ai reçu très récemment l'énorme The Games Gods Play écrit par Abigail Owen et paru aux éditions Hugo Roman. Et franchement, je me serais jamais tournée vers ce titre si j'en avais pas entendu parler sur la chaîne de Alex Bookin en Prada, qui l'a... Voilà, qui en a fait l'éloge et sur tous ses réseaux. Oups, c'est quoi ça? C'est mon petit marque-page approprié, j'aime bien. Je trouve qu'il colle bien avec l'ambiance mythologique grecque. Voilà. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, on va avoir des affrontements entre les différents champions des dieux et déesses, je suis pas sûre, mais je pense que ça va tourner autour de ça principalement. Elle nous l'a bien vendu, Alex, donc hâte de m'y plonger. Et dans cette pile à lire 2026, on va également retrouver, je vous en avais parlé brièvement dans ma dernière vidéo, il s'agit du Matin de Neverward. Je suis toujours au même point, hein, on n'a pas bougé, parce que ça va, hein, je me rappelle encore de l'histoire, mais... C'est une enquête en fait, c'est une enquête paranormale finalement. Et un jour j'avancerai dans cette enquête, franchement, de toute façon j'ai pas trop le choix parce qu'après il va falloir que je le rende en médiathèque.
Mais en tout cas, c'est hyper intriguant. On suit des adolescents qui sont perdus. Non, ils sont pas perdus. Ils sont dans un espace entre la vie et la mort. Et leur but, ça va être de survivre, en fait. Sauf que, on va leur dire, seul un d'entre eux, 5, seul un des 5 pourra survivre. Et pour ce faire, il va falloir qu'ils votent tous les soirs, en fait. Ils doivent voter pour l'un d'entre eux. Ils doivent voter pour que l'un d'entre eux survive. En fait, celui qui aura le plus de votes sera le survivant, les autres seront morts. Et auquel cas, ils répètent la journée de leur mort indéfiniment. Enfin, vous voyez, c'est quand même... Je sais pas si... je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, ces 5 personnes sont décédées. Ils doivent faire un choix terrible. C'est terrible, comme dirait ma sœur. Et on va conclure gentiment cette vidéo avec un titre qui, ma foi, avait beaucoup piqué ma curiosité. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans ma vidéo des sorties de novembre, je crois, 2025. Il s'agit de Needle, écrit par Bex Hogan, et il est magnifique, magnifique, magnifique. Il est paru dans la collection R, il m'a l'air très doudou, j'ai commencé à le lire et ça a des vibes un petit peu, et c'est ce que j'avais pressenti. J'avais pré-shot le truc qu'on allait se retrouver dans un monde qui me rappelait un peu Réponse, dans le sens où on va suivre une jeune fille qui va se faire piéger par l'espèce de roi des fées, je crois, et en fait elle va pactiser avec cette fée et devoir accomplir des missions précises aux côtés d'un jeune homme qui lui aussi s'est fait avoir d'une certaine manière, et je pense qu'il va devoir, il va l'aider dans sa quête. Et voilà, et je sais pas, dans ma tête quand je lis, là pour le moment, je les imagine un petit peu comme Réponse et notre ami Eugène. Et d'ailleurs, je suis obligée, je fais un rapide, et je conclurai là-dessus je pense, parce que j'ai hâte d'en parler aussi sur Insta. C'est que là très récemment, on a appris que le live action de Réponse allait être tourné. Et surtout, on a appris qui allait incarner les rôles de Réponse et de Eugène. Et autant celle qui joue Réponse, je la connais pas, je vois pas qui c'est, mais j'ai l'impression qu'elle collera bien au rôle. Mais par contre, celui qui joue Eugène, mais quand j'ai appris ça, j'étais tellement heureuse pour lui parce que c'est Milo Manheim qui a eu le rôle. Milo Manheim, peut-être que vous le connaissez parce que c'est lui qui a joué dans la série de films Zombie, voilà, qui est sortie. Moi, je sais que j'avais vu le premier quand j'étais adolescente, et ensuite j'ai suivi la suite de très près. Là, il y a très récemment, il y a le 4e Zombie qui est sorti. En fait, ça marquait la fin des aventures de nos 2 protagonistes principaux de base, qui sont Z et Addison, / Milo Manheim et Meg Donnelly. Et je les adore. Franchement, je suis trop fan. Déjà, on a Meg Donnelly qui a eu un premier rôle dans une énorme comédie musicale de Broadway. Et ensuite, on a Milo qui devient Eugène. Enfin, et pour vous dire, vraiment, Milo, c'est quelqu'un qui est très... Ce garçon, il est super solaire. Je pense qu'il incarnera très bien le rôle de Eugène. Je le vois bien dans ce rôle, je sais qu'il va tout donner. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un proche de moi, mais c'est juste que voilà, j'ai suivi son aventure au fur et à mesure des sorties des films de zombies. Et il a à peu près mon âge, je crois qu'il a 2 ans de moins que moi, mais ce garçon est super, je vous dis, super solaire, super inspirant. Et comme je m'intéresse beaucoup au milieu du cinéma, voilà, j'étais trop contente pour lui. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, moi je le regarderai en VO, je pense. Les zombies, je les ai tous vus en version originale. Je vais conclure là-dessus, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je regarde là-bas, je sais pas si j'ai oublié un titre. Je pense pas. Ah si, j'ai oublié un titre. Est-ce que je le fais? Vas-y, je le fais. Il y a un dernier titre que j'avais envie de sortir pour ma PAL 2026, et c'est nul autre que Kilomètre Zéro, écrit par Maud Ankawa. Et ça, pour le coup, c'est une reco de mon père qui m'avait beaucoup, qui l'avait lu, qui avait adoré et qui me l'avait recommandé. Et je l'avais commencé, je crois même que j'ai encore le marque-page. Je me rappelle à peu près en fait. C'était assez marquant. Le début est très marquant, il se passe des choses, voilà, grave pour des protagonistes du cercle de l'héroïne principale, et je pense que ça va être une merveilleuse aventure pour Maëlle, cette directrice financière d'une start-up en pleine expansion qui va accepter de rejoindre le Népal, voilà, pour une amie qui est atteinte d'un cancer et qui lui demande de faire ce voyage. Alors je sais plus trop le pourquoi du comment, mais en tout cas
C'était hyper poignant et j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Je suis sûre que je vais adorer, donc un de plus dans la pile. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai très hâte de lire tout ça. Je pense qu'il y a 2 autres tomes que je pourrais ajouter à cette pile. C'est The Wheel of the Many, que j'ai absolument envie de découvrir en 2026. Et Watch Me, écrit par Tahereh Mafi, une de mes autrices de romance préférées. Donc voilà, il y a ces 2-là qui manquent à l'appel, mais ils vont pas tarder à être entre mes mains. Je l'espère en tout cas. Et vraiment comme en termes d'objectifs 2026 pour mes lectures, à part tous ces titres que je vous ai présentés, j'en ai pas vraiment. Moi mon but ça va vraiment être de lire tout ça et ensuite on verra bien. J'ai vraiment envie d'arrêter d'acheter des livres en 2026 parce qu'il y en a énormément en médiathèque qui me tentent et donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir de plus en plus de livres avec moi si c'est pour les regarder et puis ouais, c'est juste un choix tout à fait personnel. Moi mon but c'est simplement de lire un maximum et je sais qu'entasser les lectures ça m'aide pas à le faire. Et comme objectif de lecture, je pense que je vais partir sur 50 livres. Si j'arrive à lire 50 livres cette année, je pense que je serais très contente. Ouais, c'est déjà pas mal. En commentaire, vous pouvez me dire s'il y a un livre que vous souhaiteriez que je lise plus que les autres, enfin vous voudriez avoir mon avis avant les autres, ou si vous avez un livre à me recommander en 2026, je suis preneuse. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, salut!